Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les dernières nouveautés en ce qui concerne les fonctionnalités de Mercator. On va commencer par tout ce qui concerne l'importation des données dans Mercator via fichier Excel. Alors, comme vous le savez, dans Mercator, il est possible d'importer de nombreuses données comme des fiches signalétiques clients, fournisseurs, articles, donc afin de créer de nouveaux articles ou de mettre à jour des articles déjà existants. Alors ici, je vous ai mis à l'écran un petit fichier Excel reprenant quelques colonnes principales afin de mettre à jour ou de rajouter des articles. J'ai mis ici en évidence les colonnes, donc les nouvelles colonnes que vous pourrez exploiter avec la dernière version de Mercator. Donc, je vais commencer par la colonne calcul. Donc, comme vous le savez peut-être, Mercator donne la possibilité au niveau de la fiche signalétique article d'appliquer des formules de prix afin de calculer différents prix ou tarifs au niveau de la fiche. Donc, auparavant, afin d'appliquer cette formule de prix sur vos articles, mais vous deviez utiliser le champ S-calcul, qui était en réalité l'ID de la formule de calcul, ce qui était peut-être pas tout à fait simple à utiliser pour tous les utilisateurs. Donc maintenant, grâce à la colonne calcul, il est possible directement de mentionner le libellé de la formule pour que celle-ci soit appliquée sur les articles, comme on le voit ici dans la fiche article. Alors, autre nouveauté, Mercator donne la possibilité maintenant d'importer directement des images sur les fiches articles. Donc ici, on retrouve le champ S-image dans lequel je vais aller indiquer le nom de mes différents fichiers. Alors, soit vous renseignez simplement le nom d'une image. Alors à ce moment-là, au moment de l'import du fichier, Mercator va vous demander de sélectionner le répertoire dans lequel se trouvent les différentes images, ou alors, comme je l'ai fait ici, renseigner le chemin complet. Alors, donc cette fonctionnalité est très utile, par exemple, quand vous avez un site internet et que vous voulez rajouter en rafale des articles sur votre site et également y ajouter des images. Donc, c'est plutôt pratique. Alors, autre point ici, qui est le champ, donc la colonne File, donc qui vous permet, en plus de rajouter une image comme on l'a vu précédemment, de venir rajouter un fichier dans l'onglet Fichier de la fiche article. Donc, par exemple, ici, même principe, j'ai rajouté un fichier avec le nom complet. Par exemple, si vous souhaiteriez rajouter plusieurs fichiers sur le même article, alors il suffirait simplement de dupliquer la ligne du même article avec le numéro d'ID et de rajouter voilà, les différents fichiers que vous souhaitez rajouter à l'article. Alors, pour vous montrer concrètement comment ça se passe, donc je vais reprendre la fiche article de Mercator et importer le fichier Excel, donc à l'aide du bouton importer que vous connaissez certainement. Autre petite nouveauté que vous voyez dans cet écran-ci à la sélection du format, vous pouvez cocher filtrer les enregistrements importés. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vois ici dans mon fichier Excel que j'ai 31 articles. Si je coche la case filtrer les enregistrements importés, à la fin de l'import, Mercator va ouvrir une petite fenêtre, un listing de ces articles avec un filtre appliqué automatiquement sur les articles, ce qui vous donnera la possibilité plus facilement de les reconsulter après l'import. Donc voilà, je laisse cette case cochée, je choisis mon fameux fichier Excel. Alors ici, il y a plusieurs pages dans mon fichier. Donc ici, je prends la première page que je vous ai montrée. Dédoublonner sur la SID, donc ça c'est très important dans la première colonne du fichier qui permet d'identifier de manière unique l'article. Voilà. Alors ici, au moment d'importer mon fichier, donc Mercator va détecter que j'ai spécifié dans mon fichier Excel une colonne
concernant des images. Comme il détecte qu'il y a des images, il va automatiquement faire apparaître cette petite fenêtre qui va me permettre de redimensionner mes images. Alors ici, on a mis par défaut un redimensionnement de 700 sur 700. C'est une dimension qu'on préconise notamment pour les images que vous affichez sur votre site Internet, afin de ne pas stocker inutilement des trop grosses images qui prendraient de la place inutilement. En plus de ça, vous avez une petite case à cocher fond blanc. Donc, simplement, si vous uploadez dans votre Mercator des images qui ne sont pas carrées, il va combler les espaces vides par un fond blanc, tout simplement. Donc voilà, je procède à l'import. Voilà, mes enregistrements importés ou modifiés. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai cliqué sur la petite case pour appliquer le filtre, on voit ici les articles que j'ai importés dans mon fichier qui sont présentés ici. Donc, maintenant, si je me rends donc, sur un article, ici où j'ai importé une image, on voit que l'image apparaît directement. Même chose, si je me rends sur mon fichier, donc le coup de 90 degrés, voilà, ici, je retrouve mon fichier que j'ai rajouté dans la colonne File. Alors, autre nouveauté concernant l'import des articles, il est à présent possible également d'importer des articles liés. Alors, comme vous le savez certainement, dans Mercator, vous avez la possibilité de créer toute une arborescence d'articles. Par exemple, si vous souhaitez bien qu'un article, quand vous le vendez, d'autres articles viennent s'ajouter automatiquement dans la vente, qui est l'exemple ici de mon article douche. J'ai ces 3 articles qui viennent avec leurs quantités respectives. Donc ça, auparavant, vous deviez l'importer, enfin pas l'importer, mais le créer vous-même manuellement, article par article. Maintenant, l'import Excel permet d'importer ces informations, donc toujours renseigner. Donc je fais hop, le parallèle, comme ça vous voyez bien la correspondance. Donc toujours en première colonne du fichier, l'ID ou en tout cas une référence unique de l'article afin de l'identifier. Et dans la colonne ID lien, renseigner l'ID des articles liés, donc avec la colonne des quantités et éventuellement les cases à cocher pour dire si on applique le prix des articles liés, si on le lit en vente ou en V1, V2, V3 pour les articles mariés ou pacsés. Alors, autre nouveauté dans la fiche des articles, c'est les références additionnelles que vous pouvez retrouver dans la fiche, dans l'onglet fournisseurs. Donc ici, comme vous le savez, vous pouvez lier un ou plusieurs fournisseurs à vos articles. Alors, petite nouveauté ici concernant les références supplémentaires, c'est le petit bouton ici que vous voyez qui vous donne la possibilité de rajouter ici plusieurs références pour un même article. Donc, on imagine dans le cas, par exemple, où j'ai un article que j'achète chez un fournisseur, mais chez ce fournisseur, j'ai plusieurs références ou plusieurs codes barres. Donc, dans ce cas-ci, on est sur différents codes barres. Ce qui veut dire que quand je vais scanner un de ces codes barres-là dans une vente ou dans un achat, Mercator va retrouver cet article. Donc, à ceci est couplée la fonctionnalité des conditionnements de vente ou conditionnements d'achat. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, un code barre pour 10 quantités d'articles, un code barre pour 5, etc. Donc, je reprends l'exemple qu'on connaît tous, la canette de soda qu'on achète au magasin, qui contient un code barre pour la canette, un code barre pour le pack de 6, un code barre pour la palette de 24, etc. Donc, par exemple, ici, je reprends le code barre de mon conditionnement de 10. Donc, je vais me rendre dans un document de vente comme ça. Vous voyez ce qu'il se passe. Je scanne mon code barre
Et là, automatiquement, vous voyez que la quantité est bien automatiquement de 10. Bon, naturellement, ici, j'ai choisi un article avec des articles liés, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ces fameux articles liés viennent automatiquement se rajouter à la vente. Alors, pour rester toujours dans le thème des articles, une nouvelle fonctionnalité que vous allez retrouver dans l'onglet interrogation. Donc, vous savez que vous pouvez interroger ici tous les mouvements qui ont été réalisés sur l'article, ainsi que les différentes statistiques sur période ou année. Un nouvel onglet est maintenant disponible afin de visualiser l'évolution du stock. Alors, concrètement, ça fonctionne comment? Simplement, vous sélectionnez une période de date. Donc, par exemple, ici, je vais reprendre tout le mois de novembre. Vous pouvez filtrer sur un ou tous les dépôts, comme vous souhaitez, et vous cliquez sur Interroger. Donc là, Mercator va reprendre l'entièreté des dates contenues dans ma période afin de suivre l'évolution en stock des articles. Donc on voit par exemple du 1er jusqu'au 24 novembre, mon article douche n'a pas bougé, j'en ai toujours bien eu 411 en stock. À partir du 24, je vois que dans mes ventes, j'en ai vendu 2. Le 25, j'en ai vendu 1. Le 27, j'en ai vendu 6, etc. Et on voit à chaque fois le stock qui se décompte. Comme ça, vous avez vraiment une vue à date de la quantité en stock que vous avez pour vos articles. Donc, on retrouve aussi les ventes, les achats et mouvements divers pour des transferts de dépôt, par exemple. Alors, dernier point concernant les articles. Donc, vous le savez, vous avez le message d'avertissement qui est disponible ici dans la fiche article. Donc, je vais, par exemple, reprendre un article sur lequel j'ai mis un message d'avertissement. Donc ici, voilà, j'ai mis le message: attention, cet article ne peut être vendu individuellement. Donc, quand vous utilisez cet article, ce qui va se passer, c'est que vous aurez ce petit pop-up qui va apparaître à l'écran. Donc ça, c'est classique. Ce qui est nouveau dans cette fonctionnalité, c'est que vous pouvez renforcer cet avertissement avec un petit son. Donc, soit, donc ça c'est pour rentrer plus dans la technique, vous avez dans une option de Mercator la possibilité de choisir de renforcer l'avertissement par un petit fichier WAV que vous allez renseigner donc ici. Donc tout ceci sera expliqué plus en détail dans les pages techniques, comme je vous disais tout à l'heure. Donc soit vous rajoutez un petit son au moment d'avoir l'avertissement, ou alors vous utilisez le text-to-speak. Alors le text-to-speak, qu'est-ce que c'est? Mercator va être capable d'utiliser la synthèse vocale de Windows pour lire l'avertissement. Donc, vous aurez vraiment la voix de Windows qui va lire le message. Donc, ça, c'est assez sympa. Donc, je vais vous montrer. Donc, par exemple, je reprends un document de vente, un bon de livraison, par exemple. J'appelle mon article. Voilà, alors là, je ne sais pas, comme on est en présentation, si vous avez entendu le son. Alors, on me dit que non, malheureusement. Moi, je l'ai eu dans le casque, en tout cas, mais vous avez voilà, la voix, la jolie voix de Windows qui vous lit votre message ici. Donc, ce qui peut être pratique quand on est à la caisse et on n'a pas forcément le temps de lire tous les messages qui s'affichent à l'écran. Voilà, donc ici, ça clôture les nouvelles fonctionnalités concernant les articles. Alors, ici, je vais aborder 2 points concernant les droits d'accès. Donc, nouvelle fonctionnalité concernant les droits d'accès, notamment sur les modes de paiement. Vous avez la possibilité de définir des droits d'accès sur les modes de paiement via l'outil paramètres paiement, mode de paiement, voilà. Une nouvelle colonne ici a été ajoutée afin que vous puissiez ajouter le niveau minimum requis pour utiliser ce mode de paiement. Donc, par exemple, ici, je suis connecté avec un utilisateur Mercator.
qui a le niveau 98, on voit que le mode de paiement Visa a un minimum requis de 99. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais être dans un document de vente, voilà, je prends un article au hasard, pas celui-là, c'est un numéro de série. Donc voilà, quand je vais me rendre dans l'onglet paiement, on voit bien ici que dans les différents modes de paiement proposés, le mode de paiement Visa ne va pas être accessible, du fait que j'ai un niveau 98, donc insuffisant. Alors, toujours pour rester dans les droits d'accès, nouvelle fonctionnalité au niveau des séquences. Donc je me rends dans outils séquences, vous avez la possibilité de filtrer les séquences par département. Donc, comme vous l'avez certainement déjà vu dans les dernières fonctionnalités d'il y a quelques semaines ou quelques mois, vous avez la possibilité ici déjà de faire un filtre et de gérer vos droits d'accès par niveau, si un utilisateur peut visualiser, modifier ou créer ou supprimer un document. Mais maintenant est venue se rajouter à ça la notion de département. Donc, par exemple, ici, je suis dans une séquence facture solde restant qui n'est accessible que pour les utilisateurs du département C. Donc, comme je suis avec un utilisateur actuellement connecté, donc je reprends ma fiche Mercator, qui est dans le département G, on va voir ici dans mes séquences que je n'ai pas accès du coup à cette séquence, de fait que je ne suis pas dans le département C. Alors, pour rester dans les séquences, autre fonctionnalité qui est la gestion des reliquats ou backorders. Donc, comme vous le savez, vous pouvez gérer vos backorders dans Mercator, donc aussi bien en vente qu'en achat. Donc, par exemple, si un client vous commande une dizaine d'articles, je prends par exemple l'exemple d'une chaise, donc un client vous commande 10 chaises. Si vous n'avez pas le stock suffisant pour lui livrer ces 10 chaises, vous pouvez lui livrer partiellement, donc faire une livraison de 7 chaises par exemple. Donc là, de manière générale, Mercator est capable de vous proposer de conserver donc le reliquat, donc les 3 chaises dans la commande initiale, ou de vous poser la question, ou de ne jamais conserver les reliquats. Eh bien, ce comportement maintenant n'est plus simplement général à l'intégralité des séquences de Mercator. Vous pouvez régler ce paramètre directement au niveau de la séquence, donc faire du cas par cas. Forcer vraiment ce comportement de reliquat sur la séquence que l'on souhaite. Donc, par exemple, si je vais dans ma séquence de livraison, donc ceci doit être configuré au niveau de la séquence de destination. Donc, je vais d'une commande vers un bon de livraison. Donc, c'est dans le bon de livraison que je vais spécifier le comportement des reliquats. Donc, on retrouve la fonctionnalité de toujours conserver les reliquats. Donc, c'est-à-dire que quand je passe la commande en livraison et que Mercator voit que la quantité livrée ne correspond pas à la quantité commandée, il va toujours conserver les reliquats, donc toujours conserver la commande initiale avec les quantités restantes à livrer. Soit il ne conserve aucun reliquat, il supprime la commande avec les quantités résiduelles, ou alors il pose la question. Fonctionnalité supplémentaire par rapport au devis, Mercator est capable de stocker ou non le devis entier. Donc, par exemple, si je fais un devis avec une cinquantaine d'articles pour mon client et que je le passe en commande ou ici, en l'occurrence, en bon de livraison, non seulement ici, si je mets toujours plus de devis entier, il va conserver mes reliquats, mais il va aussi conserver l'intégralité de mon devis. Donc pour conserver le devis d'origine, même avec les articles qui seraient livrés. Donc ici, je retrouve plus de devis entier, toujours pour conserver le devis entier, et moins de devis entier pour ne pas conserver le devis entier. Alors,
pour rester dans le thème des séquences toujours, il est à présent possible de lier plusieurs reçus à une facture. Donc, comme vous le savez, vous avez la séquence reçue qui permet d'encaisser un paiement. Un client vient en magasin, voilà, il vient, par exemple, déposer un acompte pour une commande, vous encaissez le reçu. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de lier plusieurs reçus à une facture. Alors, concrètement, pourquoi? Eh bien, on imagine une facture qui a été réalisée, par exemple, aujourd'hui. Cette facture va être centralisée en comptabilité. Ensuite, quand la facture sera centralisée en comptabilité, vous ne pourrez plus la modifier, rajouter des articles dessus ou même encaisser un nouveau paiement. Donc, si je reprends, bon, ici, aucun document, mais voici ces deux-là, on voit qu'ils sont verts, ils sont centralisés en compta. Donc, comme vous le savez, le document est maintenant bloqué en gestion commerciale. Vous n'arrivez plus à le modifier, ni même à encoder un paiement. Eh bien, justement, nous avons rajouté ici donc un bouton créer un reçu, donc qui va vous proposer ici, ben voilà, d'encoder une petite référence. Voilà. Donc ici, Mercator va vous proposer de créer le reçu. Alors, je vais peut-être prendre un autre exemple, pas d'un document que j'avais déjà effectué des tests, comme ça vous comprenez mieux. Voilà, donc Mercator va me proposer donc de créer mon reçu pour ma facture en reprenant automatiquement le montant. Alors, s'il y avait déjà eu des paiements effectués sur ma facture, ce montant-là déjà payé serait évidemment déduit. Donc, on imagine le client vient au magasin le lendemain, par exemple, pour me verser 500 € en contact, par exemple. Je sauvegarde. Là, donc mon reçu est sauvegardé. Si je retourne dans ma facture et que je crée un nouveau reçu, voilà, reçu numéro 2. Voilà, on voit que Mercator propose le montant restant qu'il reste à solder. Alors, ce qui est aussi intéressant d'un point de vue comptable, c'est que dès que vous allez réeffectuer une centralisation en compta de vos reçus, les reçus vont automatiquement se lettrer avec la facture. Alors, vous avez peut-être vu lors du précédent webinaire animé par mon collègue Gilles qu'il était possible, depuis une facture, de créer une note de crédit liée à cette facture. Alors, c'est toujours bien le cas. Ceci a évolué car, en plus de ça, Mercator va à la centralisation de la facture et de la note de crédit effectuer le lettrage. Donc, par exemple, je vais me positionner ici sur un client là et je vais dans le grand livre, dans la compta. Donc, on est ici dans un exemple où une facture a été créée, une note de crédit a été générée sur base de cette facture et on voit qu'en comptabilité, le lettrage s'est fait automatiquement. Alors, ici, grosse, nouveauté qu'on va attaquer ici, qui concerne, les documents, liés croisés. Alors, qu'est-ce que c'est, les documents liés croisés? Bah, concrètement, je vous donne un exemple simple. Vous avez un client qui vous passe commande pour un article. Cet article, vous ne l'avez pas de stock, vous fonctionnez toujours sur commande. Donc, c'est-à-dire que vous commandez à votre fournisseur uniquement si vous avez un client qui vous passe commande. Eh bien, Mercator va être capable, depuis la commande client, de générer la commande fournisseur et surtout que le lien entre les deux articles, en tout cas le lien entre les deux documents, pardon, reste conservé. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de ceci. Donc, je vais encoder, voilà, un article.
que je commande. Voilà. Donc ici, commande client classique. Voilà. Mon client me commande 10 adaptateurs de robinet. Si je sauvegarde ma commande, elle va être enregistrée de manière classique. Mais maintenant, en plus de ça, on a rajouté ici un petit bouton qui permet de spécifier le fournisseur. Donc à partir du moment où j'encode le fournisseur de mon article, à la sauvegarde de mon document, Mercator va être capable de générer une préparation de commande fournisseur pour cet article. Donc ici, je sauvegarde. Donc on voit que le document a été généré en arrière-plan et que le lien a été automatiquement ajouté ici au niveau de la ligne. Alors ce qui est assez sympa avec ça, c'est qu'au double clic ici dans la colonne document lié, Mercator vous ouvre la commande fournisseur qui a été générée. Et inversement, d'où le principe de la liaison croisée, c'est que dans votre document d'achat, vous allez retrouver le lien vers votre document de vente correspondant. Et donc ici, en l'occurrence, la commande. Donc ici, si j'augmente de statut la commande, la préparation de commande en commande ou directement en livraison, hein, on va directement partir du principe que le fournisseur m'a déjà livré la marchandise. Voilà, je sauvegarde. Ici, on a notre fameuse gestion des reliquats. Bon, ici, tout est livré de la part du fournisseur. Donc voilà. Donc le lien, donc, comme je vous montrais tout à l'heure, est conservé. Si je reclique ici, donc j'atterris de nouveau dans ma commande d'origine et on voit que le lien a bien suivi. Donc ma commande fournisseur, donc, qui a été augmentée de statut pour être livrée, est passée en document de livraison. Donc on voit bien au niveau de la commande client que le document d'achat lié fait bien référence à ma réception. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir plusieurs liens sur une même ligne. Donc, par exemple, je reprends ma livraison de fournisseur pour mes 10 adaptateurs. On imagine, par exemple, que le fournisseur, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais me facture en 2 fois ces 10 quantités. Donc, je peux partiellement augmenter de statut ma livraison. Alors, je vais juste devoir ressortir. Voilà, donc j'augmente donc en facture partiellement, donc comme on a vu tout à l'heure avec la gestion des reliquats. Donc je sauvegarde ma facture. Donc j'ai toujours 5 qui sont en livraison et 5 facturés ici. Voilà, donc si je retourne sur mon document de vente qui est lié, on voit que je n'ai pas un seul document, mais bien 2 documents liés à ma commande. Donc ici, si je double-clique, je peux avoir plusieurs documents liés à ma ligne ici. Alors, voilà, on va arriver à la fin. Je vous propose ici la dernière nouveauté, donc qui concerne l'envoi de mails depuis l'historique client. Donc par exemple, si ici je veux visualiser toutes mes factures de ce mois-ci, voilà, donc il me liste, donc j'ai quelques factures avec différents clients. J'ai la possibilité ici, via le menu Fichier envoyé, de générer un envoi de mail avec mes différents documents. Alors, il était déjà possible de faire ça auparavant, mais une petite nouveauté ici, ce sont ces 2 cases à cocher. Donc, si je clique sur regrouper, ce qu'il va faire concrètement, c'est qu'il va générer donc un envoi de mail pour chaque client. Donc ici, par exemple, j'aurai un mail reprenant les 2 factures de mon client. Ouais, non, il est 3 fois, j'en aurai 3. Donc, si je clique sur document regrouper, j'aurai autant de mails qu'il y a de clients. Ou alors, si je fais un seul PDF,
je vais vous montrer ce que ça fait, mais en gros, ça va générer un mail avec un fichier PDF reprenant l'intégralité ici des documents. Donc, par exemple, si vous devez envoyer voilà, toutes les factures à la fois que vous avez générées à votre comptable, par exemple. Donc voilà, ici, on voit qu'il fait l'export PDF de chaque document qu'il va ensuite regrouper en un seul. Donc voilà, ici j'ai un seul mail qui est ici préparé dans mon Outlook. Quand je l'ouvre, voilà, j'ai bien l'intégralité de mes factures. Donc différence, bon, si j'avais cliqué sur le bouton regrouper ici, il aurait donc fait, comme je vous disais tout à l'heure, autant de mails qu'il y a de clients. Par exemple, le client à l'extérieur aurait reçu un PDF avec dans ce PDF ces 3 factures à lui. Donc voilà, c'était les dernières nouveautés. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Une petite question par rapport aux utilisateurs et aux départements. Est-ce Oui. qu'un utilisateur peut appartenir à plusieurs départements? Oui, tout à fait. Donc ici, je retourne dans la fiche des utilisateurs. Donc on a vu que mon utilisateur Mercator appartenait à un seul département qui était le département V. Hein, J'aurais pu combiner plusieurs départements pour qu'ils appartiennent à la fois au département C, département G, département A pour administration, département... voilà, vous mmh. pouvez mettre plusieurs lettres dans cette case. OK, et Idem, du coup, pour les séquences, pour vous la séquence, c'est pouvez, la même chose, d'accord. même chose, ouais, même principe, vous indiquez les départements que vous souhaitez, pour lesquels vous souhaitez ouvrir la visibilité de la séquence, c'est ça. OK, merci. Je vous en prie. Comme je vous disais en début de présentation, vous verrez dans les prochains jours la vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez en dessous, dans la description de la vidéo, quelques pages plus techniques sur les différents points que nous avons parcourus ensemble. Comme ça, vous pourrez les regarder à votre meilleure convenance et à tête reposée. Donc, s'il y a une fonctionnalité qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers votre chef de projet pour avoir plus d'infos et activer voilà, la fonctionnalité dans votre dossier. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.